Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un exercice de physique et plus particulièrement de thermique dans lequel nous allons étudier différentes questions relatives au chauffage des logements. Donc c'est un sujet qui est de première importance à l'heure de la transition énergétique. Et donc nous allons voir avec quelques modèles physiques comment on peut répondre à plusieurs questions sur ce sujet. Donc les questions que nous allons nous poser dans un premier temps, c'est quelle est l'énergie nécessaire pour maintenir une température à l'intérieur du logement. Bon, ça c'est la première question. La deuxième question qu'on va se poser, c'est quelle économie on peut réaliser avec le mode éco. Donc là c'est un mode qui existe sur les différents thermostats en France en tout cas. Donc, nous allons étudier et voir physiquement qu'est-ce que cela peut apporter. Et enfin, dans une troisième question, nous allons essayer de voir quelle est la dynamique de l'évolution de la température sur un temps court entre le mode sur quelques heures lorsqu'on active ou désactive le chauffage. Voilà. Donc ça, ce sont des questions un peu que nous allons essayer d'aborder dans cette vidéo. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de définir notre système. Donc, on considère qu'on a un logement qui chauffe. À l'intérieur de ce logement, on va avoir une source de chaleur Q point qui va générer de la chaleur. Et on va avoir un flux de chaleur de l'intérieur du logement vers l'extérieur qui va être plutôt en déperdition. Donc on va avoir une température extérieure qu'on va noter T_ext, une température intérieure T_int. On va considérer que le logement a une certaine masse M, constituée essentiellement par la masse des murs, du plancher, de la toiture, mais également des meubles et des personnes qui constituent ce logement. Il a aussi une certaine capacité calorifique CP. L'enveloppe de ce logement a une certaine surface S et le transfert thermique entre le logement et l'extérieur est contrôlé par un coefficient qu'on note souvent H. Donc au niveau des unités, ici on est en joule par kilogramme Kelvin. Ici on va être en kilogrammes, ici en mètre carré, et ici en watts par mètre carré point Kelvin. Voilà, de cette façon, on a caractérisé les principaux éléments de notre système. Et donc on va établir l'équation d'évolution de la température intérieure. Donc tout simplement, la température intérieure correspond au niveau du premier principe de la thermodynamique à l'énergie interne de ce système. Et donc on sait que pour un solide,
l'énergie interne va se noter MCP fois T. Et comme on recherche une variation, on va écrire plutôt fois dt. Donc une variation de température. Donc la variation d'énergie du système sur un instant infinitésimal va se noter de cette façon. Et donc la quantité d'énergie qui va être gagnée par le système va être égale à Q point. Donc, étant entendu que Q point est positif, étant une quantité en watts, fois dt qui est l'instant infinitésimal, plus le coefficient de transfert thermique H, fois la surface de l'enveloppe S, fois la différence entre la température extérieure et la température intérieure. Donc, vous voyez que si la température extérieure est plus faible que la température intérieure, cette quantité-là va être négative. Et cette quantité-là étant homogène à une puissance, pour avoir la variation d'énergie, on la multiplie également par l'instant infinitésimal. Et donc, on voit qu'on peut écrire l'équation comme étant MCP dt sur dt qui est égal à Q point plus HS T ext moins T. Parce que T intérieur est noté désormais T. Voilà. Si c'est T intérieur, pour simplifier les écritures, on va le noter de cette façon. Donc ici on a l'équation fondamentale qui va nous permettre d'avancer dans cette exploration. Ce qu'on peut dire également, c'est que dans la question 1 et 2, on s'intéresse à la situation où on maintient la température. Ça veut dire que, justement, dt, donc pour 1 et 2, on a la température qui va être constante. Donc la dérivée de la température par rapport au temps va être égale à 0. Et on pourra avoir ainsi l'équation suivante qui est que la quantité, la puissance fournie va être égale à HS, cette fois-ci T moins Txt. C'est une puissance qui va être positive et qui va nous donner la différence entre cette température même qui ici va être également constante. Hein, Tc va être constante, va être égale à une température de consigne. Donc Tc, température de consigne. Donc, ici maintenant, ce à quoi on va s'intéresser, c'est à la température extérieure. Puisque la température extérieure, elle varie suivant une double saisonnalité, à minima, qui est d'une part la saisonnalité journalière et d'autre part la saisonnalité annuelle. Donc, la température extérieure, on peut déjà écrire que sur une journée habituelle, il va y avoir une fluctuation entre une température minimale, une température maximale, et en général la température minimale est atteinte à la fin de la nuit et la température maximale est atteinte à la fin de la journée. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la nuit, l'atmosphère a terminé de se rafraîchir et commence à se réchauffer. Et à la fin de la journée, c'est là où l'atmosphère a accumulé le maximum de chaleur. Et voilà, pour cette raison, on a souvent ces oscillations. Donc on peut modéliser de façon assez simple hein, en disant qu'on va avoir T min plus T max divisé par 2 moins 1 demi de T max
moins T min facteur 2 cosinus 2pi sur 24 fois t. Ou ici t sera en heure. Pardon, fois t moins 6. Comme ça, si on se cale sur les heures, classiques, eh bien on obtient un minimum lorsque t est égal à 6. La température va être minimale et va être égale à T min. Lorsque T va être égal à 18, la température sera maximale et égale à T max. Voilà, donc c'est une façon de faire. Alors, pour nous simplifier les calculs de notre côté, on va d'une part poser que T égale 0 à 6 heures. Donc ça va simplifier les écritures. Et d'autre part, on va poser oméga égale à 2pi sur 24. De cette façon, et on va aussi noter T moyen égale à T min plus T max divisé par 2. Donc de cette façon, l'écriture va se donner T moyen moins 1/2 de delta T cosinus oméga T. Voilà, qui est une écriture un peu plus compacte de l'évolution journalière de la température extérieure. Donc, on a voilà, cette équation ici qui est assez importante, et bien sûr l'équation fondamentale ici qui régit l'évolution de la température intérieure. Également ce résultat ici. Donc maintenant qu'on a écrit tout ça, ce à quoi on va s'intéresser, c'est eh bien l'intégrale sur une journée de la température de la puissance pour en déduire l'énergie. Donc on va écrire que grand Q va être égal à l'intégrale de 0 à 24 heures de Q point, qui va donc s'écrire HS fois l'intégrale de 0 jusqu'à 24 de TC moins T moyen TC moins T moyen plus 1/2 de delta T cosinus oméga T dt. Sachant que puisqu'on donné que T, pour que T soit homogène à une seconde, il faudra multiplier ça par 3600 pour avoir le bon résultat, étant donné que l'équation a été écrite en heures. Alors, tout simplement, étant donné que la pulsation est égale à 2pi sur 24 et qu'on intègre entre 0 et 24, on sait que ce terme va être égal à 0. Donc, finalement, le résultat qu'on va obtenir, c'est que grand Q est égal à HS TC moins T moyen fois la durée d'intégration, donc 24 heures fois 3600 secondes. Voilà, donc là on a la valeur. Et donc ce qu'on remarque déjà d'une part, c'est que effectivement ce qui va piloter c'est la différence entre la température de consigne et la température moyenne de la journée. C'est vraiment ça qui va piloter la quantité d'énergie qui va être émise. La fluctuation en elle-même ne va pas jouer
puisque tantôt elle sera supérieure, tantôt elle sera inférieure, et elle va se compenser dans les deux cas. Donc on a ce résultat, et donc pour avancer, il y a eu quelques applications numériques que j'ai réalisées pour vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de quantifier l'économie du mode éco. Donc le mode éco consiste à retirer 3,5 degrés à la température de consigne. Donc, par exemple, pour 19 degrés, si TC confort égale 19 degrés, TC éco sera égal à 15,5 degrés. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on veut quantifier le ratio entre l'énergie dépensée si le chauffage est en mode éco par rapport à l'énergie s'il est en mode confort, eh bien, il nous suffit de calculer la différence entre, par exemple, 15,5 moins une température moyenne qui se situe environ à 12 et 19 degrés moins une température moyenne qui se situerait également autour de 12. Et là, on voit qu'on est environ à 50%. Ça veut dire que passer de 19 degrés à 15,5 degrés permet de diviser par 2 la quantité d'énergie qui est dépensée par les personnes. Donc ça c'est un résultat qui est assez important. Pourquoi? Parce que si on regarde sur une échelle de temps, on a environ, si on regarde sur une année, par exemple de janvier donc si on considère janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, et bien ici la température moyenne est plutôt de l'ordre de 5 degrés, pareil en décembre. Elle augmente pour atteindre environ 19 degrés en juillet, et elle augmente assez vite en fait, puisque dès le mois de mars environ, elle est déjà d'environ 10 degrés. Et au mois d'avril, on est de l'ordre de 12 degrés. De la même façon, en octobre, on est de nouveau autour de 12 degrés. Et en novembre, on revient aux alentours de 10 degrés. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a une période de l'année en fait assez froide où on consomme l'essentiel de l'énergie, et là entre le mode déco et le mode confort, le gain il sera plus faible, mais il y a des périodes de l'année où on pourra, grâce au mode déco, carrément supprimer l'utilisation du chauffage. Donc de la même façon que le calcul précédent a montré que sur la saisonnalité journalière, ce qui compte c'est la moyenne, c'est la différence entre la température de consigne et la température moyenne, permet de calculer précisément la moyenne de l'énergie consommée sur une période. Et bien, si on applique le même raisonnement, on voit que ce qui est important, c'est vraiment de considérer la température moyenne sur toute l'année, qui justement est entre 10 et 12 degrés en fonction des positions, par exemple en France. Et donc,
la différence entre le moins d'écho et la température moyenne, qui est autour de 12, nous montre bien qu'on peut atteindre quand même des gains assez significatifs en utilisant ce mode d'écho autant que possible. Voilà. Et après, donc la dernière question un petit peu en lien avec tout ça, c'est combien de temps un logement met-il à se refroidir et combien de temps met-il à se réchauffer lorsqu'on coupe le radiateur. Donc pour ça, on va déjà essayer de répondre à la première question. Donc modélisation du refroidissement. Donc on va considérer que le refroidissement a lieu sur quelques heures. Et donc pour simplifier le calcul, que la température extérieure est constante. Donc à ce moment-là, l'équation qu'on a, c'est la suivante. MCP dt sur dt qui va être égal à HS T ext moins T, tout simplement avec Q point qui va être égal à 0. Donc si T ext est constant, on sait que là on est face à une équation différentielle du premier ordre. Donc la solution est la somme d'une solution particulière et d'une solution homogène. On peut réécrire aussi l'équation pour nous simplifier la vie de la façon suivante. On peut écrire que dt sur dt est égal à alpha facteur de txt moins t. Voilà. Et donc, au niveau de l'équation de l'équation de la solution particulière, eh bien, on voit que la solution où t est égal à txt, tout simplement, est une solution particulière. Et donc, si on veut considérer maintenant la solution homogène, eh bien on voit directement qu'on a, en retirant txt, moins alpha t. Donc ici, on sait que la solution d'une telle équation est de la forme a fois exponentielle moins alpha t plus la solution particulière qui est ici de façon triviale txt. Donc pour trouver A, on va considérer T0. On va considérer que T0 égale condition initiale T0. Cela va impliquer que T0 c'est égal à A plus Txt. Et donc, pour conclure ici, la formule de l'équation du refroidissement, donc T de T est égal à T0 moins Txt exponentielle moins alpha T plus T0. Voilà. Donc ici on a directement une décroissance exponentielle simple qui permet de passer, plus Txt, qui permet de passer d'une condition initiale T0 vers une condition à l'infini Tx. Donc voilà la modélisation du refroidissement. Donc on voit que le paramètre important va être alpha, où alpha va être donc le ratio HS divisé par MCP. Et donc si on veut modéliser maintenant le réchauffement, ici, on va avoir l'équation suivante, dt sur dt égale à alpha, donc la même équation, txt moins t, mais on va ajouter q point sur mcp,
donc, qui proviennent de l'équation initiale. Et donc, on voit ici que désormais, si on recherche la solution particulière, cette solution particulière va plutôt s'écrire de la forme à résoudre cette équation égale à 0. On va noter une température T infinie qui va être égale à Txt plus Q point MCP fois 1 sur alpha. Donc ça, on sait que c'est égal à Txt plus Q point sur HS. Donc ça c'est bien parce que du coup, on est homogène à une température. Donc ça correspond à une température T infinie vers laquelle va tendre le système, de la même façon que lorsqu'on était en refroidissement, la température intérieure tendait de façon naturelle vers la température extérieure. Là ici, puisqu'on a une source de chaleur Q point, on va avoir une température T infinie qui va être égale à la température extérieure avec une température additionnelle, de sorte que la somme soit la limite vers laquelle tende le système. Donc, de la même façon ici, on va avoir T qui va être égal à donc T0 moins T infini exponentielle moins alpha T plus T infini. Voilà. Donc, en faisant ces calculs, on obtient la décroissance. Et alors, il y a une application numérique qui est assez intéressante, c'est pour un logement classique d'une soixantaine de mètres carrés, construite de façon classique, on voit que la température au bout de 8 heures eh bien, on perd à peu près 3,5 degrés. Ça, c'est ce qu'on constate dans le calcul. Et avec cette application, on voit que, avec, donc pareil, un même type de logement, avec une puissance typique de environ 8 kW de chauffage, donc ça qui correspondrait à environ 4 radiateurs répartis dans le logement, eh bien on voit qu'on peut réchauffer, on peut gagner 3,5 degrés en 2 heures. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout simplement une façon assez économique finalement d'utiliser son chauffage, c'est de basculer en mode éco lorsqu'on quitte notre logement pour une journée de travail, puisque finalement de cette façon le logement va se stabiliser à une température plus faible, mais finalement le chauffage ne va pas être utilisé quasiment pour toute la journée. Et au moment de environ 2 heures avant de rentrer chez soi, c'est d'activer le programmateur de son radiateur pour qu'il se relance et que la température remonte environ à la température de confort minimale qui est 19 degrés, puis de relâcher cette contrainte pour que durant la nuit la température chute tranquillement et tout en se maintenant toujours au-dessus de la température éco. Voilà. Donc c'est une façon d'utiliser comment dirais-je, les équations de la thermique pour voir que justement le chauffage peut être piloté de façon assez économique et permettre de faire des gains intéressants sur sa façon de se chauffer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos.